Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce 19 mai 2023 pour lequel j'ai convié en plateau Habib Arandessi, le président de l'Organisation de défense des jeunes. Il sera face au socio-anthropologue analyste politique Georges Anagonu. Avec eux, nous parlerons du drame de Djeregbé, l'accident de circulation qui est survenu le mercredi dernier sur l'axe Cotonou-Porto Novo. On en parlera, on essaiera un peu de situer les responsabilités de part et d'autre et nous ferons un petit commentaire sur le débat autour de la limitation des naissances qui défraie la chronique depuis un certain moment. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Habib Arandessi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à nos côtés. Bonjour également à Georges Anagonu. Bonjour aux auditeurs, aux internautes et à toute votre équipe. Merci oui, d'être disponible. Enfin, ça m'arrive, oui. Alors, Georges Anagonu, le mercredi dernier, l'axe Cotonou-Porto Novo a été le théâtre d'un drame que beaucoup de Béninois déplorent. Vous, au regard de vos fonctions sur le plan public, quelles sont les leçons, les conclusions que vous en tirez de ce drame-là? D'abord, je voudrais présenter mes condoléances aux parents des victimes et mon soutien à tous ceux qui sont blessés et que je leur souhaite prompt rétablissement. Vous savez, je suis de la sécurité routière et à chaque fois qu'une personne est morte sur la route, c'est encore une personne de trop. Ou lorsqu'il y a un traumatisme, lorsqu'il y a des blessés graves, c'est des blessés graves de trop pour nous en sécurité routière. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Notre métier, c'est de faire en sorte que ces drames n'arrivent pas, que ces accidents n'arrivent pas sur la route. Et pour le faire, je voudrais d'abord dire, j'ai entendu des commentaires, j'ai entendu des choses, c'est que les recherches et les démonstrations scientifiques ont montré que lorsqu'il y a un accident et que vous allez sur la scène, ce qui importe, c'est de savoir les causes. Et lorsqu'on a cherché les causes et qu'on a calculé, on a fait les démonstrations, on montre que l'homme est à 80% responsable de ce qui est arrivé. À 80% responsable de ce qui est arrivé. Cela veut dire que si l'homme devait essayer de modifier son comportement, de respecter le code de la route, eh bien, nous pouvons réduire considérablement l'accident de la route. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? La mission du Centre national de sécurité routière, c'est de travailler alors sur le comportement de l'homme. Comment faire? Quels sont les déterminants sur lesquels il faut agir pour l'amener à avoir le bon comportement sur la route? Et vous comprenez, est-ce que ce travail est un travail difficile? Parce que, comme je le dis souvent, celui qui a le permis est déjà un adulte. Et donc, ça devient l'éducation d'un adulte. C'est plus difficile
que d'éduquer les jeunes quand ils sont à l'école primaire, depuis la maison et tout. C'est plus difficile de faire ce travail-là. Mais nous essayons, dans le monde entier, je ne dis pas au Bénin seul, d'éduquer. Et nous prenons des mesures dans d'autres pays. On est obligé de prendre des mesures répressives. Pour la sécurité routière, vous êtes obligé de prendre des mesures répressives parce que la répression... Est-ce qu'au Bénin, la répression, pour nous, elle est pédagogique. Vous savez, l'État, le gouvernement béninois a pris des décisions fortes. Et en la matière, dans le cas d'espèce, le gouvernement a pris des mesures pour lutter contre l'excès de vitesse. Parce que l'excès de vitesse sur nos routes est à près de 60% responsable des accidents qui arrivent. Donc, lorsque nous allons agir sur l'excès de vitesse, par quoi? Comment est-ce que le gouvernement agit là-dessus? À l'arrivée du régime, le chef de l'État a décidé de doter la police républicaine des dynamomètres, c'est-à-dire les radars. Pour lutter contre l'excès de vitesse, il n'y a que ça. De toute façon, pour le moment, ce qui existe sur le plan mondial, c'est ça. Les radars, pour voir ce qui dépasse les vitesses autorisées pour... Et le flanquer des amendes. Le flanquer des amendes. Notre objectif n'est pas forcément de flanquer d'amendes, n'est pas d'agir sur la poche de l'usager de la route. Mais notre objectif, c'est de l'amener à savoir qu'il ne peut pas rouler plus que ça. Et ça a apporté des résultats dans beaucoup de pays. Et la dernière fois, nous étions à une réunion où le chef service accident, qui est le responsable de radar au commissariat central de Cotonou, nous disait, et nous, on savait que ça va arriver comme ça. Il dit, depuis que nous avons sorti le radar dans Cotonou, nous sommes de moins en moins sollicités pour des faits d'accident de la route. Ils sont de moins en moins sollicités. Cela veut dire qu'il y a de moins en moins d'accidents et que les statistiques à la fin de l'année montreront qu'on est gens. Et moi, je parle alors à ceux qui m'appellent souvent pour dire « Oui, je suis sur la voie de Porte-Novo, c'est une voie express et on vient de m'arrêter pour dire que j'ai fait excès de vitesse. » Puisque vous avez dit que ça s'est passé à Djelegbe, c'est pourquoi je viens là. Ceux-là, aujourd'hui, doivent comprendre que c'est nécessaire que nous puissions faire ce travail-là. Les minibus. Oui, avant de venir au minibus, quand même, je vais quand même recueillir très rapidement l'avis de Habib Randessi sur ce drame. Habib, quel a été votre état d'âme Alors, moi, je suis dans la nuit de ce mercredi-là? un défenseur de ma génération, un défenseur des jeunes. Et je pense que les jeunes sont plus touchés par les accidents de circulation en tout cas, que les autres couches de la société. Et là, vous voyez, nous sommes le produit d'une éducation. Nous sommes le produit des valeurs, d'une éducation, des valeurs, des groupes sociaux auxquels nous appartenons. Et quand vous voyez ce qui se passe, vous avez remarqué que la route est banalisée. La route est banalisée. Et c'est là que j'accuse encore une fois l'État. Même si des efforts sont faits, vous devez. L'État doit. Et quand je dis vous, je parle des structures que nous avons mises en place. Ces structures-là qui ont des budgets. Ces structures-là à qui nous allouons les moyens nécessaires pour préserver nos vies, pour nous éduquer. Parce que les gens banalisent la route. Et quand vous voyez même les histoires de radar et autres, c'est concentré. Et très souvent, vous allez remarquer que les mesures pour contraindre chaque citoyen à respecter le code de la route, ces mesures sont concentrées à Cotonou, Porte-Novo, peut-être sur la voie de Ouida. Mais dans les autres villes, vous ne remarquez pas. L'éducation au respect du code de la route, combien de fois on voit les membres du Centre national de sécurité routière sur nos carrefours et autres, en train de rappeler aux gens que on ne banalise pas la route, on ne banalise pas les codes de la route. C'est une éducation. Donc déjà au niveau de l'État, le travail n'est pas fait en réalité pour de plus en plus conditionner le comportement de nos compatriotes sur nos assorts routiers. Et par rapport à l'individu également, il y a le fait que des gens veulent rapidement aller là où ils doivent aller. Et on fait des dépassements absurdes. Parce que ce qui s'est passé sur la voie de Porte-Novo, je ne sais pas si vous utilisez cette voie. Vous allez remarquer que vous-même, quand vous êtes sur cette voie-là, vous priez Dieu d'aller à destination, d'aller là où vous allez.
Parce que c'est une voie qui n'est pas grande et c'est une voie sur laquelle les gens courent énormément. Et donc, il y a de l'excès de vitesse. Non, mais ce qui se passe, ce n'est pas de l'excès de vitesse. C'est-à-dire, les gens roulent à une vitesse exponentielle. À une vitesse. Justement, il y a des gens, quand tu es sur la voie, quand ils te dépassent, tu as peur. Et moi, j'ai assisté plusieurs fois à des accidents sur cette voie-là. Et donc, on doit encore travailler sur le Béninois, la personne du Béninois. Parce que de jour en jour, nous remarquons que les gens ne savent pas que leur vie, une fois sur la voie là, que leur vie est un risque. Parce que la voie se partage. C'est l'ensemble. C'est-à-dire, j'agis, tu agis, et ensemble, ça donne un résultat. Mais de plus en plus, les gens prennent la voie, mais ne savent pas que ma vie, cette voie-là, peut m'arracher la vie. Donc, le travail doit continuer. On doit redoubler d'efforts. Et aussi situer les responsabilités. Vous avez entendu ce que le chauffeur a dit. Mais quand j'ai entendu la version, en tout cas ce que les journaux ont relayé, je dis, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il est dans un état normal? Parce qu'un accident qui a créé assez de blessés graves et une victime, c'est-à-dire un décès. Voilà, un décès. Pour le moment. Mais le gars dit qu'il est surpris de se retrouver entre deux camions, je pense bien. Vous voyez comment les gens banalisent la voie, comment les gens banalisent la route. Et moi, ça me pose un problème. Il faut que de plus en plus, nous puissions éduquer ce peuple à respecter le code de la route. Je ne dirais pas que le problème est au niveau des écoles de permis de conduire, parce que vous savez que je suis aussi dans ce domaine. Les réformes ont été effectuées dans ce niveau-là pour sécuriser davantage. Je sais l'effort que les moniteurs fournissent aujourd'hui pour donner la formation. Et je sais l'effort que le gouvernement, et là, je dis le gouvernement a fait un grand effort. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus rester dans ta chambre et avoir ton permis de conduire. Tu dois aller composer. Et séance tenante, quand tu composes, tu as ton résultat. Je ne sais pas si dans les autres villes, les gens arrivent à passer par les marges de manœuvre pour faire affaire. Mais pour ce qui concerne Cotonou, Porto-Novo, Ouida et autres, c'est que c'est une salle de composition. Tu es là. Si tu apprends, si tu connais, tu pars. Si tu ne connais pas, tu reprends. Donc, par rapport à ça, je dis les centres de formation d'auto-école, en tout cas, ceux-là avec qui moi je suis en contact et que j'observe tout ce qu'ils font, je pense que ces moniteurs travaillent beaucoup pour donner le maximum. Beaucoup pour travailler le maximum aux apprenants. Alors, je me retourne vers vous, Georges Anagounou, pardon. Cet accident implique un mode de transport qu'on appelle communément chez nous ici les top 3, c'est-à-dire les minibus. Mais par rapport à la conduite de ces chauffeurs-là, il y a quand même des dénonciations qui sont effectuées de part et d'autre, généralement par rapport à la conduite qu'observent ces transporteurs-là. Qu'est-ce qui est fait en vue de les conscientiser? Je vous pose cette question parce que j'ai la chance de vous avoir et que vous êtes quand même du domaine. En fait, dans mon intro, j'insistais sur les mesures prises. Les mesures prises et les décisions du gouvernement. Quelle est la responsabilité de l'État? Vous voyez ce que je dis? Alors, la responsabilité de l'État... Je ne vous interromps pas, mais je me rappelle très bien, un jour sur le pont de Tokpa, j'ai assisté à une scène là où je voyais même un pick-up de la police républicaine vouloir arrêter un de ces véhicules-là, mais qui ne voulait pas obtempérer. Alors, est-ce qu'au niveau du CNSR, par exemple, ou au niveau d'autres structures quand même compétentes, est-ce qu'il n'y a pas un processus de vérification de l'authenticité des permis de conduite de ces gens-là? Parce que ça fait partie des mesures leur permis est un peu atypique. Oui, mais ça fait partie des mesures que le gouvernement prend. D'accord? Moi, je me rappelle, lorsque le phénomène de Tokpa est arrivé tout de suite, il nous est arrivé d'organiser un contrôle spécifiquement pour ce moyen de transport, ce mode de transport. Voilà, d'accord? Voilà. Et quand nous l'avons fait, le constat était que la plupart de des chauffeurs, ils sont des jeunes. Regardez bien dans ces bus, vous allez voir que des jeunes. Et ils n'avaient pas le permis adéquat pour conduire ce véhicule-là. De façon précise, c'est-à-dire qu'ils avaient un autre type de permis? Ils devaient avoir un permis D1. Mais faites l'effort, faites le contrôle, vous allez voir que c'est des gens qui ont un permis catégorie B. Ils ne doivent pas conduire
ce bus-là. Il ne doit pas être au bord de ce bus. Mais lorsque nous l'avons fait... Lorsqu'une équipe du CNSR découvre dans un bus comme ça, quelqu'un qui a de notre permis en train de conduire ce véhicule-là, quelle est la sanction automatiquement? Non, mais c'est que le véhicule est immobilisé. Et le permis est saisi. Les pièces du véhicule sont saisies, le véhicule est immobilisé parce que celui qui est dedans n'a pas capacité à conduire ce véhicule-là. Et lui-même, à partir de il met en danger les vies des citoyens. Vous savez, l'État gère des hommes. L'État gère des hommes. Et je vous parlais de cette mesure que nous avions prise en ce moment pour vérifier qui sont ceux qui sont en train de conduire ces bus-là. Pour commencer par réguler en même temps, pour que les propriétaires puissent savoir que ceux à qui ils doivent donner ce bus-là, c'est des gens qui doivent avoir le permis D1. C'est obligatoire avant de pouvoir conduire ce permis. Le gouvernement est en train de mettre des mesures en place pour professionnaliser le métier de conducteur, pour que ça ne soit plus n'importe qui conduise les bus. Donc, lorsque vous avez pris des mesures pareilles et que vous allez sur la voie de Porte-Nouveau et que vous voyez ce qui se passe, vous savez, en matière de contrôle, la police ne peut pas être derrière chaque conducteur. Et on ne peut pas positionner des policiers chaque 10 mètres sur la voie de Cotonou pour aller à Porte-Nouveau. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait dans aucun État. D'accord? Et donc, c'est pourquoi les contrôles de la police sont des contrôles inopinés. On n'avertit pas, on arrive et on agit. Pour amener l'homme à savoir qu'à tout moment, je peux être contrôlé. Vous voyez? Donc, déjà, des gens qui conduisent ce véhicule, mais qui n'ont pas le permis adéquat pour conduire ça. Mais qui sont ceux qui leur donnent les véhicules? C'est les propriétaires. Est-ce que les propriétaires ne sont pas des blés noirs et que le métier de conducteur, de taxi, de transport public, c'est que celui qui est rentré dans le véhicule, lorsque vous entrez dans un véhicule, vous payez pour une prestation. Laquelle? Qu'ils vous prennent sains et saufs et qu'ils vous déposent à votre destination sains et saufs. C'est l'engagement que le chauffeur a pris en vous prenant dans son véhicule. Donc, un chauffeur qui doit prendre cet engagement-là, il faut que lui-même soit formé pour. Vous voyez, lorsque l'accident arrive, l'accident étant un phénomène spectaculaire, et qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut avoir tous des gens même annoncé 15 morts sur ce qui s'est passé sur la voie de Porte-Nouveau. En sécurité routière, ce que nous faisons, c'est que c'est la police qui gère les scènes d'accident. Et c'est à la police que nous prenons alors les informations par rapport à ce qui est effectivement arrivé sur cet accident-là. Donc, le gouvernement envoie la police sur la route, si vous permettez, envoie la police sur la route pour faire la répression. Quand la police reprime, moi j'ai vu même des cadres qui se fâchent pour dire oui, pourquoi on doit déposer le radar là, quel est le contrôle que vous faites? Moi, on attend tout ça. Mais comme on doit rester ferme, Et le gouvernement, ce que j'attendais de Habib, vous allez vers la fin, vous êtes un leader d'opinion. Vous êtes un leader parmi la jeunesse. Vous êtes un influenceur, comme vous l'appelez sur les réseaux sociaux. Ce que nous cherchons, c'est que vous puissiez éduquer. Il faut prendre la voie, quitter Caravi, où vous savez que les motos doivent utiliser la piste cyclable. Et regardez ceux qui refusent d'utiliser la piste cyclable qui passe sur les chaussées. À 90%, ce sont des jeunes. Et nous avons la conscience, nous en sommes conscients en matière de sécurité routière. Que sont ces jeunes-là? C'est pour ça que nous faisons le travail, nous formons des jeunes sur le campus pour qu'ils soient nos ambassadeurs, pour qu'ils passent, pour qu'ils parlent aux jeunes. Parce que j'allais revenir là-dessus, la prévention se limite essentiellement, pas entièrement, essentiellement à la sensibilisation. La sensibilisation veut dire quoi? Que je vienne vers le chauffeur, que je lui dis quand tu dois prendre ton véhicule, tu ne dois pas boire. Tu ne dois pas prendre de drogue. Tu ne dois pas boire de l'alcool. Oui, tu ne dois pas boire de l'alcool. Oui, je vous comprends. Il ne doit pas boire. Je vous comprends. Il peut s'assurer de boire de l'eau. Et c'est pour ça que je suis content pour le travail que le gouvernement a demandé de faire, que nous avons déjà fait, et qui est prêt par rapport au nouveau code de la route. Au nouveau code de la route, lorsqu'on vous arrête, par exemple, et que la vitesse est limitée à 50 km/h, et qu'on vous arrête, et qu'on constate que vous êtes à 100 km/h, c'est directement devant le juge. Ce n'est plus qu'on va vous allez payer votre contravention et partir. Non, ce n'est plus ça. Ou bien, lorsqu'on vous arrête sur la route et que vous êtes, au lieu d'être jusqu'à 0,5, qui est contravention, qui vous fait payer une contravention, vous êtes à 0,8, vous allez directement devant le juge. C'est comme ça qu'on a conseillé, parce que ces mesures-là, pour contraindre l'homme à les respecter, il faut les corser. C'est la réforme dans le permis, par exemple, où on a compris que de plus en plus,
de monde cherche le permis et les gens ne respectent pas le code. Donc, il faut corser. Et c'est des réformes que le gouvernement a introduites, que nous sommes en train de mettre en pratique. Donc, il revient alors que nous puissions éduquer l'homme, que nous puissions éduquer le conducteur, l'usager de la route. Et quand je parle de l'usager, que ce soit piéton, cycliste, automobiliste, motocycliste, c'est tout le monde y compris. Comment nous faisons pour que nous puissions les amener? Vous avez évoqué une situation tout à l'heure où vous dites, le chauffeur a dit qu'il a été surpris d'être coincé. Sur la route, on ne se laisse pas surprendre. Sur la route, vous devez être vigilant, attentif, surtout lorsque vous êtes en train de... Merci. Vous êtes à bord de transport public et que vous avez la vie d'un certain nombre de personnes dans vos mains. Parce que ceux qui sont blessés, les blessés graves, ils vont garder des séquelles toute leur vie, tandis que le chauffeur, bon voilà, il trouve que lui a été surpris. Habib Arandessi. Alors, j'ai souvent l'habitude de dire que nous n'avons pas en réalité un problème d'emploi au Bénin. Et que ce sont nos dirigeants en réalité qui ne créent pas des opportunités parce que ces opportunités existent. Ouais, ce n'est pas impossible d'avoir 4 jeunes sur chaque carrefour au Bénin. Ce n'est pas impossible. Et de leur assurer le minimum, le quotidien. Et le rôle de ces jeunes, c'est le rappel. Le rappel est pédagogique. À des moments donnés, vous êtes au guidon ou bien vous êtes au volant. Vous vous rappelez de tous vos problèmes alors que vous êtes au guidon. C'est humain. Mais si à chaque carrefour, il y a un rappel... Le CNSR fait... Non, mais écoutez, recrute. Comment ça se passe? Nous mettons des gens lorsqu'il y a des moments de concentration. Oui, des moments écoutez, justement, ce n'est pas... Non, les accidents de circulation... Vous voulez que ça soit tous les jours? S'il vous plaît, les accidents de circulation sont inhérents à la vie. Absolument. La vie en société, là, on ne peut pas avoir une société où il y aura 0 accident tant que les hommes vont exister. Oui. Alors, donc, le rappel doit être un rappel quotidien à chaque instant, continuel. Et pour ça, il faut que d'abord, la sécurité routière soit une priorité pour l'État. Soit une priorité. Qu'est-ce que ça coûte à l'État de recruter, de former? Il y a des milliers de jeunes qui sont à l'université. Qu'est-ce que ça coûte à l'État de mettre 3 jeunes, non pas carrefour, disons même 2 jeunes au quotidien et de leur payer, ne serait-ce que même 2000 francs ou bien même 1500 parce que d'abord c'est un travail, c'est citoyen. Et vous aurez des milliers de jeunes qui vont travailler et le nombre d'accidents va c'est-à-dire vous n'aurez même plus trop des statistiques que nous avons là, des statistiques aussi alarmantes. Non, parce qu'à chaque carrefour, il y a un jeune, il y a un agent, je dirais un ambassadeur, qui te rappelle que tu es sur la voie publique et que la voie publique, on ne banalise pas, que ta vie est sur cette voie-là. Donc, si tu ne conduis pas bien, tu peux laisser ta vie. Regardez l'effet que cela peut donner. Ce n'est pas à Habib Arandessi d'envoyer chaque jour que Dieu fait des jeunes sur le terrain parce qu'il n'a pas cette capacité. La seule capacité qu'il a, c'est de mettre la pression à l'État, c'est de critiquer l'État. Juste ce que je lui demande, lorsqu'il est sur TikTok, de dire aux jeunes, vous devez respecter. Mais nous le disons. Voilà, et le problème, en réalité, le problème du Béninois, et je pense que ce sont nos dirigeants qui ont habitué ce peuple-là. Oui, lorsqu'il y a un drame, vous allez remarquer que tout le monde court. On fait un débat autour. 2 jours, 3 jours après, tout le monde oublie. Vous vous rappelez du drame de Dassa? Moi, j'ai demandé. Mais moi, j'ai demandé qu'on aille au stade, à l'Étoile Rouge, qu'on aille s'asseoir là pour dire quelles sont les mesures. Nous voudrions quand même comprendre les mesures prises. Parce qu'à chaque drame, tout le monde crie. Mais 3 jours, 4 jours après, ça finit. Un autre drame, tout le monde commence à crier. Tout le monde a déjà oublié. Habib, j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'il y a un accident, il faut aller déterminer les causes. Oui, mais écoutez, vous êtes d'accord avec moi que c'est à chaque drame qu'on parle de l'accident, il y a des problèmes. On va s'écouter. Avant un bus qui va à Parakou, il y avait un seul conducteur. Maintenant, on a interdit ces 2 conducteurs. Parce qu'on suppose que l'autre, en continuant jusqu'à un niveau donné, peut être fatigué, ou bien quand ils arrivent à Parakou, le retour ne soit pas fait par le même chauffeur. D'accord? Et c'est pas forcé. Lorsque on essaye de déterminer les causes de ce qui a du drame, de ce qui est arrivé à Dassa. C'est normal qu'il faut chercher les causes. Mais vous savez, la détermination des causes même, elle est technique. Quelqu'un peut arriver là, vous dit oui, c'est parce qu'il fait trop, ou bien c'est parce qu'il y a... On dit même que, vous savez, un pneu que vous avez acheté hier peut éclater aujourd'hui sur la route.
Ça dépend. Si c'est pour nous réchapper. Comment toi tu fais pour savoir? Vous et moi, parce que je suis du domaine, vous ne savez pas si le poulet est réchappé, vous savez que le poulet est neuf, tout simplement. Mais ça peut éclater. Donc, le drame de Dassa mérite qu'on puisse déterminer la cause. Et c'est ce que la justice est en train de faire en interpellant les responsables de l'entreprise. Vous voyez ce que je lui dis? Mais toujours est-il que lorsqu'un accident arrive, on ne se donne pas le temps de chercher quelle est la cause. Nous, on est obligés. Parce que c'est quand on connaît la cause qu'on détermine nos actions que nous devons faire dans le futur. Mais rassurez-vous que régulièrement, nous faisons des actions. Ce que vous avez dit pour les carrefours, par exemple, parfois nous les gérons avec des organisations non gouvernementales. Parce que les organisations non gouvernementales, dans tout pays, et ce n'est pas seulement au Bénin, sont très utiles pour la sécurité routière. Parce que ce sont des structures légères, maniables très facilement, et qu'elles peuvent se déplacer sur le... Aujourd'hui, bien imprégnés de la population. Voilà, nous ne faisons plus d'actions, par exemple dans Cotonou, sans associer les organisations non gouvernementales. Et ces ONG emploient des jeunes, la plupart, ce sont des jeunes qui sont dedans. Et l'histoire, ce n'est pas que nous puissions aussi être tous les jours au carrefour. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de donner une habitude à l'usager. Si je suis tout le temps derrière lui, je ne suis pas sûr qu'il ait pris le pli. Pour savoir qu'il ait pris le pli, c'est que je veux rester au bord de la voie quand je me lève à Caravi, devant le campus, pour voir combien de conducteurs refusent, de motocyclistes, refusent de prendre le trafic local et se mettent sur la chaussée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là notre rôle. Lorsque nous voyons qu'à 80%, à 90%, ils utilisent le trafic local, c'est que nous savons que notre travail a eu. Parce que vous l'avez dit, en sciences humaines, on ne peut jamais avoir 100%. Habib, pour conclure ce sujet. Je voudrais conclure pour dire, il y a de cela quelques années, le Béninois n'était pas habitué au casque. Aujourd'hui, quand tu veux sortir de chez toi, tu es obligé de mettre ton casque. Pourquoi? Parce que la répression est là. Parce que le contrôle est continu. C'est-à-dire, à chaque carrefour, un policier est là. Même si les gens disent non, c'est pour rançonner. Mais lorsque tu sens que le policier est là, et qui peut te perdre du temps, oui, non pas de casque. Tu portes ton casque, c'est pour ta sécurité. Vous voyez un peu. Ce que moi je demande ici, il n'y a pas un moment pour faire de sensibilisation. Non. Oui, la police parce qui est, que le policier qui est au carrefour est en train de faire une sensibilisation. Mais sur cette route-là également, oui. de Cotonou-Porte-Novo, sur la route de Cotonou-Porte-Novo, il y a également des policiers qui sont en poste là. Nous savons un peu la plupart des policiers. Le rôle, d'abord, les policiers qui sont sur nos axes routiers, quand vous demandez à ceux qui sont spécialistes de la sécurité routière, tels qu'ils régularisent la voie, ce n'est pas exactement ça. On va y revenir parce que je sais, j'ai l'information juste. Ce n'est pas exactement ça. Mais là n'est pas encore mon problème. Le rôle que joue le Centre national de sécurité routière, ce n'est pas le même rôle que joue la police. Non. Le Centre national de sécurité routière agit beaucoup sur le comportement des individus. Donc, il n'y a pas de période pour ça. Il n'y a pas de période. Parce qu'il n'y a pas de période pour les accidents de circulation. Vous suivez les émissions radio de sensibilisation? Non. Moi, je parle de... Non, vous déboussez assez de millions dans cette histoire-là. Vous déboussez assez de millions. Oui, justement, l'État. Mais c'est vous. Mais c'est pour la sécurité des citoyens. Non. C'est pour la sécurité des citoyens. Je dis, moi, je ne trouve pas un résultat, les gars. Ah, vous ne trouvez pas de résultat? Non, pas encore. Je ne trouve pas de résultat. Vous avez fait les sciences humaines? Oui, non, je ne trouve pas de résultat. Vous avez comparé les statistiques? Attendez. Vous avez comparé les statistiques? Moi, je ne trouve personnellement pas de résultat. Est-ce que vous avez... Là où je vais, s'il vous plaît, est-ce que vous avez comparé ce les qui statistiques? peut donner un résultat, et je vais même élaborer un projet, je vais soumettre ça au CNSR pour voir ce que ça va donner. Ce qui va donner un résultat, c'est l'influence au quotidien du comportement de chaque citoyen. Et comment ça va se passer? S'il vous plaît, mettez 2, 3 étudiants. Ils sont là, plein, ils sont en train de traîner dans nos rues. Ils sont dans une relation. Il faut aller, il faut les ONG. Non. Il y a l'ambassadeur de la sécurité routière. Ce que moi je vous propose même là, les ONG que vous recrutez même là, vous voyez, l'État déploie, vous avez remarqué qu'on déploie assez de moyens pour peu de résultats. Alors qu'il y a d'autres stratégies qui vont nécessiter peu de moyens pour un résultat vrai.
Selon vous? Non, mais c'est ça. Oubliez même. Selon vous? Il faut même des fois, les ONG sont derrière. Oubliez même les ONG. Ce que je dis, c'est que le CNSS est disponible à écouter les projets, à étudier les projets que Habib va lui soumettre. Combien peut coûter 3 étudiants formés sur nos axes routiers, chaque carrefour, ou bien on situe les points stratégiques. Il y a beaucoup d'axes routiers. Non, justement, combien? Ça ne coûte absolument rien comparativement à ce que les gens... le CNSR, vous savez le budget que le CNSR met dans les communiqués radio? Si je vous dis ça, vous allez crier. Non, vous ne connaissez pas. Non, tu ne connais pas. Je suis là, vous dépensez des millions pour des petits communiqués sur les radios et vous savez qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus accrochés aux radios. Tu ne suis pas. Les gens suivent la radio dans la voiture. Ce que je vous la radio dans la voiture. On fait des émissions radio. Habib, arrêtez-y. Ce que vous dites, pendant longtemps, pendant un bon moment, sur l'axe Cotonou-Porto-Novo, lorsqu'on prend ce simple axe, il y a des policiers à chaque carrefour. C'est pas Yabé. Il y en a des policiers. Voilà, des policiers à chaque carrefour. Non. Mais et aujourd'hui, la police utilise les patrouilles pour être partout et à tout moment. Et lorsqu'on prend un jeune civil et un policier, vous, en tant que citoyen, vous craignez beaucoup plus qu'il... Non, ce n'est pas la crainte même. Oui, puisque c'est la peur du gendarme. Moi, je vais vous décrire en 30 secondes ce qui va se passer. La police est une autre structure. Oui, ces jeunes-là auront quel moyen de pression? Laissez-moi, ce n'est pas un moyen de pression même. On va juste les planter là. Non, ce n'est même pas les planter là. Il y a des points stratégiques où... Oui, quel sera leur rôle? Oui, laissez-moi parler. Oui, leur rôle. Il y a des points stratégiques où nous nous arrêtons. Quand tu t'arrêtes et qu'un jeune, avec peut-être mégaphone ou bien quelque chose, te dit que tu es sur la voie publique, que tu as une famille chez toi, que ta vie là, tu peux laisser ta vie sur ce carrefour, que ta femme t'attend à la maison, ton mari t'attend à la maison, tes enfants t'attendent à la maison, ou à un chauffeur, tu as des vies. Vous qui êtes dans le véhicule, votre vie dépend du chauffeur. Donc, quand il roule rapidement, là, il faut lui dire de s'arrêter. Laissez-moi finir. On a même des cadres. Qui s'en prennent aux policiers. Tu ne peux pas parler à un cadre comme ça, il va s'en prendre à toi parce que tu ne lui as rien dit. Ce n'est même pas une répression. D'abord, il faut que tu l'arrêtes. Il faut qu'il s'arrête. Non, je ne dis pas, non, tu ne vas pas l'arrêter. Il y a des points stratégiques. Mais avec ton mégaphone, lorsqu'il passe, comment il t'écoute? Non. Un feu tricolore, nous savons combien de temps ça fait. Mais est-ce qu'il y a des feux tricolores sur l'axe Cotonou-Porto-Novo? S'il vous plaît, Cadet, ce que je dis est simple. Oui, écoutez-moi. Oui? On est là pour aider ce peuple. C'est-à-dire, vous allez contre moi alors que ce que je propose... Non, laissez-moi finir. Ce que je propose est simple et très efficace. Cadet qui était stressé... Laissez-moi. Vous n'avez pas s'il vous plaît, très efficace. Très efficace. Très efficace. Si vous essayez que ça ne donne pas ce que ça doit donner... Je vais vous dire qu'on essaye. Mais écoutez, je vais vous démontrer tout à l'heure qu'on essaye. Cadet qui est là. Oui, Cadet qui est là, journaliste. Stressé par une émission. J'ai tel invité, je dois finir ça dans tel. Il est sur son guidon. Le stress de l'émission fait oublier en même temps Cadet qu'il est au guidon. Oui. Alors, voilà Cadet qui vient au niveau d'un feu tricolore. Et que des jeunes, 3 jeunes comme ça, passent dans les allées pour dire, vous êtes sur la voie, n'oubliez pas que vous êtes au guidon, n'oubliez pas que vous êtes au volant, et que vous avez une famille qui vous attend. En même temps, Cadet qui était stressé par l'organisation de son émission, Cadet revient sur la voie. Et vous pensez que c'est efficace? Est-ce que tu es d'accord que... C'est tellement efficace que c'est le quotidien de chaque usager de la route. Je crois que ce débat, on ne va pas le finir. Habib, en tant qu'influenceur, devait suivre strictement ce qui se passe, d'accord? Lorsque l'asphaltage a commencé, et nous avons une équipe à Cotonou, d'accord, qui se mettait sur la voie, par exemple, à Contincon, là, la nouvelle voie qui va là-bas, que lorsque le feu est rouge, utilise mégaphone pour informer les usagers du comportement qu'ils doivent avoir sur ce tronçon-là, ou bien sûr les nouvelles voies asphaltées dans notre pays. D'accord? C'est à peu près ce que tu es en train de dire. Seulement, tu ne sais pas si... Mais c'est encore, comme je te le dis, dans les organisations gouvernementales, c'est des jeunes. La plupart, c'est des jeunes. Ce que je ne peux pas faire, c'est de dire que tous les jours, je vais mettre cette équipe-là, pour être en train de parler aux gens. C'est ce que je t'ai dit. L'objectif de la sensibilisation n'est pas celle-là. L'objectif de la sensibilisation, tu as parlé de casque tout à l'heure. Tu sais ce que la sensibilisation a fait pour qu'on en arrive là? Eh bien, je vais te dire. Pendant plus de 10 ans,
Le Centre national de sécurité routière a passé son temps à dire aux gens, vous devez porter du casque lorsque vous êtes à moto. D'accord? Pendant plus de 10 ans. Et il a fallu que avec Moundéon prenne la décision de dire, à partir de lundi prochain, quelqu'un circule dans Cotonou, n'a pas de casque, on va le sanctionner. Et tu sais ce que nous avons remarqué ce jour-là? Nous avons remarqué ce premier jour, à plus de 80%, les motocyclistes étaient avec leur casque. Ça signifie quoi? C'est la répression. Cela signifie qu'au moment où on était en train de faire la sensibilisation, les gens avaient leur casque. Mais comme il n'y a pas de répression, ils laissent les casques chez eux. Je donne l'exemple d'une structure type. Il y a une structure, une société. La société a sponsorisé. Les travailleurs même ont donné de l'argent. On a acheté les casques. Mais comme il n'y a pas de répression, personne n'est allé au magasin chercher son casque. Mais dès que la répression a commencé, le magasin a été débordé. C'est pour te dire, c'est en ça que je te disais, le rôle éducatif de la répression en matière de sécurité routière. Si on est-ce qu'on a exclu? Est-ce que j'ai exclu tout à l'heure? Non, mais c'est ce que... Je n'ai pas exclu le rôle de la police. Tu restes dans ton... Nous avons combien d'as routiers au Bénin? Et qu'on ne peut pas installer des gens au quotidien. Dans aucun pays, je te l'apprends. Non, laisse-moi. Dans aucun pays, je vais te dire, dans un pays où quelque chose marche, si tu veux, on fait ça. Dans aucun pays, on ne met des gens à tous les carrefours, des jeunes, pour dire, les gens passent, parler leur, il faut leur éduquer. C'est pourquoi il dit que dans les pays où il y a moins d'accidents, il y a plus de contrôle, il y a plus de dispositifs. Je te donne un pays. Vous voyez? Tu ne veux pas suivre. Non. Exemple de pays. Oui, prenez l'exemple même là où vous visitez, la France et autres. Mais ce n'est pas des policiers qui sont sur la voie pour t'arrêter. Ce n'est pas les jeunes non plus. Non, justement, c'est ce que je dis. C'est des radars, c'est des dispositifs déjà installés. Mais c'est la répression. Mais non, oui, justement, c'est ce que je dis. Au Bénin, on n'a pas encore ce dispositif. On ne peut qu'utiliser des humains pour ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des radars fixes au Bénin? Est-ce que tu sais qu'il y a des... Parce qu'en fait, c'est des radars fixes. Non, je le fais bénévolat. Je ne vous prends absolument rien. Confiez-moi ce projet pendant 1 an. Je ne vous prends rien du tout. Oui, et ce qui est zéro franc. Ce qui est bien pour quelqu'un, je le dis sur un plateau de télévision. Tu proposes une solution, tu fais, tu vois les conséquences après. Tu vois l'efficacité. Mais ne juge pas de l'efficacité au départ. Monsieur Georges Anagon, une phrase s'il vous plaît. Bénévolat. Mais je te donne garantie, le CNSR, je vais recevoir le dossier. Nous allons étudier tes propositions. Bénévolat, et je le fais pendant 1 an. Vous allez voir le résultat. Ok, super. Merci beaucoup. Merci Habib Arandessi, merci Georges Anagono sur ce débat. Je crois que peut-être après le studio, vous allez poursuivre encore les échanges autour de ce sujet assez intéressant et assez alléchant. C'est vrai, la question elle est d'actualité et elle passionne un peu les esprits, même sur les réseaux sociaux. L'autre sujet qui nous réunit également ce jour, c'est vrai que le temps qui nous était parti arrive progressivement à échéance, c'est le débat autour de la limitation des naissances. Habib Arandessi, tout au long de cette semaine, qu'est-ce que vous avez noté au niveau de ce débat-là et qu'est-ce que vous retenez? Moi, personnellement, vous savez, on n'a pas un problème de démographie, de nombre d'enfants. Arrêtez ça. Et c'est toujours... Je ferai une analyse géopolitique. Parce que ici, les Béninois ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. C'est de la géopolitique. C'est l'oligarchie française. C'est l'ordre mondial. Je dis des trucs que beaucoup ne vont pas comprendre. On est en train de mettre la pression à nos dirigeants de prendre des lois, de faire voter des lois afin d'avoir un certain nombre de financements. C'est tout. Sinon, l'Afrique n'a pas encore un problème. On n'a même pas encore un dixième de ce qu'on doit avoir sur l'espace, sur le territoire africain. Et pourquoi il y a problème? Pourquoi il y a misère? Pourquoi il y a pauvreté? C'est parce qu'à un moment donné, nous ne jouissons pas de ce que nous avons. Ton père a plus de 100 parcelles à Cotonou. Et tu as des difficultés à trouver, ne serait-ce qu'un train couché pour vivre. Et tu dis que c'est parce que tu vis mal, c'est parce que tu es pauvre ou bien tu n'as pas de boulot. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'à un niveau, quelqu'un a confisqué les parcelles de ton père. Mais c'est ce qui se passe. Au lieu que nos chefs d'État travaillent pour libérer ce continent, que les ressources du pays, de l'Afrique appartiennent à l'Afrique, qu'on casse les comptes d'opération, qu'on cesse de nous abrutir avec un système éducatif pourri qui ne donne absolument rien, un système inadéquat qui contraint les jeunes à rentrer dans les rues. Qu'on cesse ça. Au lieu de lutter pour ça, on dit on veut limiter les naissances. On veut limiter quoi? Est-ce que nous n'avons pas les ressources? Oui, nous avons les ressources. Et lesquelles mais nous en avons assez. Lesquelles, par exemple? Mais l'Afrique est tout.
toutes les ressources dont tu as connaissance. Mais l'Afrique est tout. Mais là, nous parlons du Bénin d'abord. Mais justement, le Bénin même, vous savez, le Bénin n'est pas... on ne peut pas sortir le Bénin du système. Le Bénin appartient à un dispositif. Le Bénin est sur un continent et est en contact avec d'autres pays. Et c'est une organisation. Vous n'entendez pas l'Union européenne, tout ça là. C'est quel schéma? C'est quel oui? Donc aujourd'hui, le vrai combat, c'est le combat panafricain. Le vrai combat, c'est de libérer l'Afrique. Au lieu de dire non, vous mettez trop des enfants au monde. Et qui sont ceux-là qui nous disent même qu'on met des enfants au monde? Ce sont ceux-là qui nous mettent dans la pauvreté, dans la misère. Et nos chefs d'État, qui sont malheureusement des valets de cette machine, aussi servent ces gens de réponse. Il y a pauvreté, il n'y a pas d'emploi dans le pays. Pourquoi les gens font beaucoup d'enfants alors que nous savons là où il y a le problème. Mais Habib Arandessi, est-ce que vous êtes d'accord que l'on fasse des enfants alors qu'on n'a pas les moyens? Qu'est-ce que vous appelez moyen? Qu'est-ce que vous appelez moyen? Bon, ok, je donne un exemple simple. Je suis peut-être à un salaire de 55 000 le mois. Pourquoi le salaire à 55 000 francs le mois? Mais je me retrouve avec être père de 6 enfants, pourquoi par exemple. Pourquoi un salaire? Nous avons un salaire de 55 000 francs le mois pour un travailleur béninois. Et je père de 6 enfants. Et que le travailleur français est à plus de 1 200 € le mois. Pourquoi? Mais ils paient combien comme loyer là-bas? Justement, justement, que vous voyez leur vie, c'est pourquoi les gens courent pour aller là-bas. Oui, parce que le simple fait de balayer la rue peut te permettre de vivre. Pourquoi? Parce que à un moment donné, la France n'a rien, par exemple. Vous voulez qu'on fasse le débat? La France n'a rien. Elle n'a rien. Le jour que nous nous détachons. Lorsque vous faites la comparaison avec l'Occident, avec la France, confisqué quelque part, et vous-même vous dites que vous êtes pauvre. Habib Arandessi, lorsque vous faites la comparaison avec la France par rapport au salaire, mais est-ce que vous incluez le système de fonctionnement, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, l'eau? Parce qu'il y a des personnes aussi qui travaillent là-bas qui disent tout ce qu'ils gagnent, ils remettent tout dans le pays également. Non, tout ça là. Nous n'allons pas juste le gain. Malgré tout ça, tu rêves d'aller en France, pourquoi? Non, pas moi. Oh, non, moi, je ne rêve pas. J'ai même la nationalité, mais je n'en vis pas. D'aller en France, je ne parle pas de toi, je sais, Georges Anagonou. Tous nos jeunes qui vont en France, nos compatriotes qui vont en France, ils vous racontent comment ça se passe. Donc, même si tu dois bosser pour être toi-même, mais tu as la possibilité de bosser. Mais les conditions sont pas les mêmes avec le Bénin. Tu as les opportunités. Mais ce n'est pas les mêmes conditions. Ils restent là-bas, ils envoient l'argent ici, même dans leurs conditions, ils construisent des belles choses ici. Pourquoi? Parce qu'il y a cette histoire. Parce que là-bas, c'est l'euro, ici, c'est le CFA. Justement, il y a l'oligarchie, c'est une machine. C'est une machine. Il faut libérer l'Afrique. Battons-nous pour libérer notre continent. Georges Anagonou. Et vous verrez, est-ce qu'on fait des enfants? On n'a même pas encore atteint. On est à 1/10. Donc mieux dit, on n'a pas fini de faire enfant. Donc vous n'avez pas encore fini. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Vous n'avez pas encore fini. Ils ont peur. Vous n'avez pas encore fini. On a amené Covid. Vous n'avez pas encore fini. L'Afrique a résisté. On amène tout, l'Afrique résiste. Maintenant, c'est le programme de limitation. Et c'est notre chef d'État qui va servir ce discours à l'international. Ce n'est pas un discours qui est servi. C'est une assise qui est projetée. Allez, Georges Anagonou, sur cette même actualité qui défrait la chronique. Non, bon, mais la planification des naissances, je voudrais d'abord parler du côté des autorités. Un chef d'État, c'est quelqu'un, un gouvernant, c'est quelqu'un qui prévoit ce qui va arriver et voir dans le long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Et il dit les problèmes qui se posent aujourd'hui, quelles sont les mesures que je vais prendre pour limiter cela. Mais je voudrais parler en tant que sociologue. Et je voudrais demander pourquoi, parce que vous êtes vivant, vous avez le droit de décider pour ceux qui vont naître demain. Pourquoi? Parce que vous êtes là. La démographie sociale. Pourquoi vous êtes là et vous décidez? Pourtant, vous devez planifier de sorte que ceux qui viendront demain puissent bien vivre. C'est là la problématique. Comment nous faisons pour que ceux qui viennent, nos enfants, ils puissent bien vivre demain? C'est le souci des gouvernants. Et c'est peut-être ce souci, peut-être qui peut gouverner, qui peut amener notre État. Mais ce que je voudrais dire, j'ai dit à certains, on a dit, le gouvernement a dit qu'il y aura une table ronde. Tout à fait. Nous ne savons pas encore quels sont les résultats qui sortiront de cette table ronde. On peut aller à cette table ronde et on va constater qu'on fait moins d'enfants et qu'il faut aller plus. L'Afrique n'a pas encore fait le baby boom, non? L'Afrique n'a pas encore fait ça. Peut-être que la table ronde que nous voulons organiser au Bénin va dire que, constater que nous avons moins d'enfants et qu'il faut en faire plus, puisque notre économie en a besoin. La réalité économique aussi dit qu'il faut qu'il y ait des consommateurs. S'il y a des produits,
S'il n'y a pas assez de consommateurs, on ne peut pas faire tourner l'économie de notre pays. Donc, quel est le problème qui se pose à nous réellement? Moi, je voudrais faire confiance à cette table ronde et que les gens se permettent de se dire la vérité. Parce qu'il y a l'équilibre naturel. Il y a l'équilibre naturel. Je prends juste un exemple. Le gouvernement vient de lancer un projet de recrutement de 5000 jeunes. De 5000 jeunes pour aller défendre nos frontières. D'accord? C'est parce que nous savons que nous en avons. Que nous avons et que nous pouvons puiser dans les ressources humaines que nous avons pour avoir 5000 jeunes. Et au fur et à mesure que notre économie va avancer, on va avoir besoin des gens pour travailler. Ça, c'est sûr. Et le chef de l'État est le numéro 1 à savoir cela. Est-ce que, dans ces conditions, nous disons, tu voulais parler, nous avons plein de terres qui sont en friche et que nous devons travailler et que nous avons besoin aussi qu'il arrive que parfois le maïs, il en a trop qu'il faut aller vendre au Nigeria, donc nous avons besoin de bourses pour consommer ce que nous produisons. Est-ce que c'est en ce moment que nous avons besoin de planifier? Vous savez, ceux qui ont planifié, je prends les Chinois, dans une situation de dictature, il faut le dire. Parce que si ce n'est pas dans une situation de dictature et que c'est une démocratie libérale comme nous sommes, c'est l'éducation de la masse. Et pour ça, le Bénin dispose de planning familial qui éduque les femmes, qui vont dans ces centres, les centres sociaux et on les éduque. D'accord? On ne peut pas prendre une loi aujourd'hui, je suppose, mais je ne sais pas ce que ça... Prendre une loi aujourd'hui, moi je suis contre qu'on prenne une loi aujourd'hui pour dire aucun Béninois ne doit plus avoir plus de 2 enfants. Moi, je vais combattre cette loi-là. Je vais combattre cette loi parce que, comme je l'ai dit, il y a l'équilibre social. Pendant que Habiba a un seul enfant et que ça ne peut pas nous permettre de développer notre économie, quelqu'un à côté de lui a 10 enfants. Et que ces 10 enfants ont besoin de travailler pour celui qui a un seul enfant pour pouvoir le faire prospérer. Donc, à partir de ce moment, je pense que le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est de quoi avons-nous besoin tout de suite? Au moment où nous parlons, nous devons savoir cela. Est-ce que c'est planifié? La naissance des enfants, qui est le problème qui se pose aujourd'hui au Bénin. À mon avis, le chef de l'État est dans la planification, il est dans la projection peut-être, et c'est pour ça qu'il trouve que l'Afrique aussi aujourd'hui doit commencer par connaître. J'ai vu, vous savez, quand on en fait ça, il y a des vidéos qui sont passées. Il y a quelqu'un qui disait que, un professeur qui disait que, dans sa démonstration, il dit, prenez le Congo démocratique. C'est plus vaste que 5 pays de l'Union européenne pris ensemble. Il prend les populations de ces pays-là. Il trouve que ces populations, ces pays sont 5 fois plus peuplés que le Zaïre. Mais le gars, il n'y a plus d'espace. Le Zaïre a plus de ressources. Et le Zaïre, c'est le Zaïre qui va maintenant dire que je vais limiter les naissances chez moi, tandis que les gens qui ont moins d'espace, moins de ressources, sont à 10 fois sa population. À mon avis, la question besoin d'être étudiée. C'est normal qu'un gouvernement pose un problème. C'est le rôle des gouvernants de poser le problème dans la société pour qu'on puisse l'étudier. Moi, je conseille à ceux qui seront à la table ronde de pouvoir regarder de près quelles sont nos réalités. Et pendant que moi, intellectuel, je me dis que 3 enfants, c'est trop. Mon petit frère qui est au village, comme lui, quelqu'un me disait qu'il faut acheter de télévision à ton petit frère. Comme il ne regarde pas la télévision tout le temps, il se jette sur sa femme et qu'il en a déjà fait 8. Et après, bon, voilà, ça va équilibrer la famille parce que notre famille, quand je veux les rassembler pour qu'on puisse faire la fête, je vois que nous avons beaucoup de personnes dans la famille. Ça, c'est une chose. Mais moi, j'en ai que 2-3 enfants dedans. Bon, voyez-vous, c'est une question morale aussi qu'il faut savoir aborder et il faut prendre toutes les... De toute façon, wait and see. Oui, voilà. Merci à vous, Georges Anagounou. Merci à vous, Habib Arandessi. C'est vrai qu'on aurait bien voulu quand même poursuivre le débat par rapport à cette actualité, mais le temps qui nous était imparti est arrivé à échéance. J'espère que vous reverrez encore incessamment dans les jours à venir pour poursuivre le débat entamé, notamment sur les accidents de la route et également sur la limitation des naissances. C'est vrai que ce matin aussi, on a appris qu'il y a eu également notre accident dans la partie septentrionale du pays. Chers amis internautes, merci. C'était à l'instant Info Hebdo de ce week-end. Merci pour l'attention. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.